Bonjour à toutes et tous, bienvenue à vous passionnés de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous nous trouvons sur le premier module d'une série de vidéos qui va consister au remontage d'une F650, une Funduro. C'est une moto BMW de 1994. C'est un monocylindre dont j'ai restauré le moteur récemment lors de mon stage moteur aux ateliers Perrault. Nous allons dans un premier temps nous attaquer à la partie cycle et le premier élément que nous allons réassembler sont les suspensions avant et donc les fourches. Je vous rappelle que c'est une chaîne qui est gérée par un amateur et dédiée pour des amateurs. Néanmoins, si vous êtes aguerri dans le domaine ou avez des compétences, n'hésitez pas à apporter des éléments probants sur les éventuelles erreurs que nous avons pu commettre afin que nous puissions progresser. Cette première partie du remontage des fourches se veut descriptive pour essayer de bien comprendre et de nommer les différents éléments qui la composent, mais essayer ultérieurement de pouvoir les intégrer dans le montage tout en comprenant leur fonction et leur utilisation et la manière pour laquelle ils ont été usinés et mis en place de telle ou telle manière. Je dirais que dans la fourche, il y a 4 éléments, en tout cas pour cette fourche simple, car c'est une fourche de 1994. C'est une fourche télescopique. Il n'y a donc pas de réglage de la précontrainte, pas de réglage de la compression ni de la détente du ressort. Tous les réglages sont définis par la manière dont les pièces ont été assemblées et usinées. Je dirais qu'il y a 4 éléments dans la constitution d'une fourche télescopique de cet ordre-là. Les 4 éléments visibles sont le fourreau, le tube de fourche, la pipe d'amortissement et le ressort. Les 2 premiers éléments qui sont facilement repérables sur une fourche, c'est le tube de fourche et le fourreau. Ce sont 2 tubes dont l'un pénètre dans l'autre. L'autre élément évident, c'est le ressort, car tout le monde imagine une suspension fonctionnant sur le mode d'un ressort. Et effectivement, le ressort a un rôle essentiel. C'est lui, par son action d'absorption des chocs ou des irrégularités de la route, qui va permettre de garder le contact de la roue et de la route, et de stabiliser également le cadre, et d'éviter que toutes les irrégularités de la route ne soient transmises directement au chauffeur ou aux différents éléments de la moto, et donc les solliciter de manière inappropriée. Car imaginez une moto sans suspension, eh bien tous les éléments de la moto souffriraient. De plus, ce serait très difficile à conduire puisque le moindre choc serait transmis dans la direction et donc transmis au bras du conducteur ou du chauffeur. Si une moto n'a pas de suspension ou une suspension qui n'est pas correcte, lorsque la moto va rouler sur une bosse, la roue va décoller. Il y a donc une perte de contact entre la roue et le sol. Cette perte de contact ne permet plus de freiner, ne permet plus de diriger la moto en ce qui concerne la suspension avant, et donc nous avons une perte de contrôle du véhicule. Cette perte de contrôle est dangereuse et peut exposer à des accidents. C'est donc un élément essentiel dans le fonctionnement de votre moto et dans le contrôle de votre moto. Si ce fameux ressort était le seul élément qui agissait sur l'absorption des chocs, on aurait un effet étrange. En effet, tout le monde peut aisément s'imaginer que lorsque l'on comprime un ressort, eh bien, il va avoir la volonté de revenir à sa position initiale. En effet, quand vous comprimez un ressort, vous emmagasinez de l'énergie dans ce ressort. Je crois qu'on peut la qualifier d'une énergie potentielle. Et une fois que vous lâchez le ressort, cette énergie est libérée avec plus ou moins de violence
en fonction des propriétés du ressort. Lorsque le ressort va se détendre, il va revenir à sa position initiale. Il ne va pas s'arrêter à sa position initiale. Un ressort va avoir tendance à libérer son énergie graduellement et nous avons une oscillation amortie. Et cette oscillation amortie n'est pas bonne pour la stabilité de la moto. Parce que durant toute cette oscillation, la moto risque de faire des bonds sur la route et donc une perte de contrôle de la moto. Pour pouvoir limiter cet effet et absorber cette oscillation amortie, eh bien les ingénieurs ont décidé d'utiliser l'hydraulique. L'hydraulique, par l'action et la viscosité de l'huile, qui passe par des orifices de petit diamètre, permet de freiner le retour du ressort, d'absorber l'énergie et donc permet un retour harmonieux à la normale. C'est grâce à cette pipe d'amortissement que le passage de l'huile va se faire de manière limitée par des orifices qui sont réduits. Plus l'orifice est réduit, plus le passage de l'huile va être difficile. Donc l'huile va passer de la partie inférieure de la fourche où elle est emmagasinée dans son réservoir à la partie supérieure par de multiples orifices quand le ressort est en compression, puisque ce tube de fourche qui rentre bien sûr à l'intérieur de son fourreau, lorsqu'il va descendre dans le fourreau, il va occuper du volume. Et ce volume qui était occupé par de l'huile, eh bien, va permettre de chasser l'huile vers la partie supérieure via la pipe d'amortissement. Et lorsque le ressort va se détendre et que la pipe d'amortissement va redescendre, eh bien, toute cette huile qui s'était accumulée au-dessus va repasser dans le bas, dans le fourreau, mais cela en étant freiné par le diamètre des orifices. Nous avons donc sur une fourche une absorption des chocs par le ressort et un amortissement de la détente du ressort par la pipe d'amortissement qui permet d'absorber cette énergie emmagasinée dans le ressort de manière fluide et harmonieuse, en évitant l'oscillation amortie. Il est bien évident que c'est une description générale. La plupart des fourches sont nettement plus complexes et toute la physique qui régit le mode de fonctionnement d'un ressort, la mécanique des fluides, sont extrêmement complexes. Cette science fait appel à des techniques d'ingénierie et à des connaissances qui sont très complexes avec de nombreux calculs afin de pouvoir aboutir au résultat final qui donne un résultat satisfaisant sur la route. Je vais donc maintenant terminer cette description des différents éléments, car bien sûr, si ces 4 pièces sont l'ossature générale de la fourche, elles sont accompagnées tout autour d'elles d'une multitude d'autres éléments qui permettent le fonctionnement harmonieux et d'éviter également l'usure de ces différents éléments. Vous retrouverez sur cette pipe d'amortissement un ressort. C'est le ressort anti-rebond. En fait, ce ressort va permettre d'amortir le choc lorsque le ressort du tube de fourche va se détendre et que la pipe d'amortissement va revenir à sa position initiale. Vous pouvez également remarquer une bague d'amortissement que je tiens dans ma main. Elle doit être remplacée quand elle est usée. Afin de permettre le coulissement du tube de fourche dans le fourreau sans que le fourreau n'usine le tube de fourche, il faut des bagues de coulissement. Vous pouvez remarquer qu'il y a 2 bagues. La première est recouverte de téflon à l'extérieur et la deuxième est recouverte de téflon à l'intérieur. Cette bague de coulissement s'emboîte
dans le fourreau. Et cette bague de coulissement se place à l'extrémité distale du tube de fourche, ici. C'est cette structure en téflon qui permet d'éviter l'usinage des pièces qui glissent les unes sur les autres. Ceci est le siège du joint à lèvres. Il se place dans le fourreau entre la bague de coulissement et le joint à lèvres. Ce joint à lèvres permet d'éviter les fuites d'huile en dehors du tube de fourche. En effet, si l'huile pouvait sortir du tube de fourche, non seulement elle rendrait la suspension inefficace et donc une conduite dangereuse, mais en plus, l'huile pourrait couler et finalement atteindre les structures qui permettent de freiner. Ceci est un cache-poussière. Il se place tout au-dessus du fourreau et permet d'éviter aux poussières et aux différents éléments nocifs de pénétrer puisqu'il joue un rôle d'étanchéité tout autour du tube de fourche. Enfin, voici le cône de butée. Le cône de butée, en fait, se positionne à la partie inférieure de la pipe d'amortissement. Cette pipe d'amortissement est solidaire à l'intérieur du fourreau. Elle est solidaire du fourreau et y est fixée par une vis filetée à la face inférieure. Donc cette vis filetée vient se visser sur le cône de butée et solidarise donc la pipe d'amortissement au fourreau. Cette vis est accompagnée de sa rondelle d'étanchéité qui doit être strictement remplacée à chaque démontage. Enfin, nous avons un clip qui se positionne dans une gorge au niveau de la partie supérieure du fourreau et qui permet de retenir non seulement la bague de coulissement, mais également le joint à lèvres. À la partie supérieure du ressort, nous retrouvons une rondelle qu'on appelle le siège supérieur du ressort. Et entre ce siège et l'extrémité supérieure de la fourche se trouve une entretoise. Ceci est le bouchon du tube de fourche. C'est donc ce bouchon qui va permettre de refermer le tube de fourche à sa partie supérieure. Ce bouchon est fileté et l'étanchéité est assurée par un joint torique. Nous retrouvons sur la fourche droite la bride de roue. En fait, cette bride permet le passage de l'axe de la roue et permet de la solidariser grâce aux écrous que voici. Il y en a 4. Nous retrouvons en bas des deux fourches un orifice qui se referme par une vis filetée et la rondelle d'étanchéité qui y est associée et qui doit absolument également être remplacée
à chaque vidange. C'est un orifice de vidange d'huile. Il nous reste le dernier élément, et non pas le moins important, l'huile de fourche. C'est une huile spécifique pour les fourches. Ici, il y a un demi-litre d'huile, alors qu'il m'en faut 0,6 pour cette fourche. Je vais donc devoir en recommander. Voilà, nous avons terminé la partie descriptive de cette fourche. Nous allons maintenant procéder au remontage.